Ma famille m'a effacé du mariage de ma sœur jusqu'à ce que leurs invités saluent, Major Général. J'ai seulement appris que ma sœur allait se marier parce que quelqu'un d'autre m'a identifié sur les photos. Il était 6h43 du matin, et mes bottes étaient encore humides du briefing sur le site classifié dans l'ouest du Maine. Je venais de rentrer dans mon appartement de Boston, j'ai laissé tomber mon sac de voyage crypté sur le parquet, et j'ai allumé ma tablette personnelle, une chose que je faisais rarement. Je ne m'attendais à rien. Personne de ma vraie vie ne me contactait jamais là-dessus, ce qui est probablement la raison pour laquelle l'algorithme a pensé que je pourrais vouloir voir une photo de ma sœur dans une robe en dentelle crème, tournoyant sous des guirlandes lumineuses à côté d'un homme que je ne reconnaissais pas. Identifié, Emily Walsh et Matt Alpern. Un pas de plus. Elle a dit oui. Je fixais l'écran. Mes doigts ont plané au-dessus de la légende, puis ont fait défiler. Il y avait une photo des alliances, une photo de groupe sur la colline d'un vignoble. Le sourire d'Emily aussi radieux que la lumière derrière elle. Et moi? Je n'étais sur aucune d'entre elles. Bien sûr que non. Je ne savais même pas qu'elle était fiancée. Un rire amer s'est frayé un chemin hors de ma gorge. Pas surprise, juste abasourdi de la façon dont on les quand une cicatrice pique encore des années après avoir dû guérir. Mon pouce s'est attardé au-dessus des commentaires. Ma mère avait laissé une série d'émojis en forme de cœur. Mon père avait reposté l'image avec une légende sur la joie, l'héritage et la famille. La même famille qui ne m'avait ni envoyé de message, ni d'email, ni appelé. Pas même un avertissement de courtoisie. Je n'avais pas parlé à Emily depuis plus d'1 an, pas depuis que j'avais envoyé un message d'anniversaire auquel elle n'avait jamais répondu. Elle s'était lentement effacée de mes contacts, comme une image que l'on estompe sur un écran mais que l'on ne supprime jamais complètement. Mais ça, c'était autre chose. J'ai laissé la tablette face contre la table sur le comptoir de la cuisine et je suis allé me laver les mains. Une habitude. Poussière, huile, toute trace indiquant que j'avais passé les dernières 36 heures jusqu'aux genoux dans du matériel de qualité militaire. Mon visage dans le miroir portait encore la fatigue. Pas de maquillage, les cheveux en une tresse serrée. Je ressemblais plus à un soldat qu'à une sœur. On a frappé doucement à la porte. J'ai séché mes paumes sur une serviette et j'ai ouvert pour trouver le coursier qui s'éloignait déjà, une fine enveloppe blanche par terre. Je l'ai ramassée. Le papier était cher, grammage élevé, de couleur crème, doublé d'argent. Mon cœur a battu plus vite, puis est retombé quand j'ai vu comment elle était adressée. La famille Walsh, pas Claire, pas même Mademoiselle Claire Walsh, juste un bloc collectif. À l'intérieur, l'invitation était magnifiquement imprimée en cursive gaufrée. Emily et Matt vous convient cordialement à la célébration de leur mariage au domaine des Elms, Catskill, New York. Le 4 novembre 2023. Pas de mots personnels, pas de carton réponse, juste un code QR à scanner si vous prévoyez d'assister. Je l'ai regardé, me demandant si quelqu'un avait simplement ajouté mon nom à la dernière minute pour apaiser un parent éloigné qui avait posé des questions sur moi. Je ne serais pas surprise qu'ils en soient capables. La tablette a vibré, un message de ma mère. Si tu viens, s'il te plaît, porte du beige ou du gris. Rien de voyant. Pas de bonjour, pas de « contente que tu aies reçu l'invitation », juste un avertissement sur le code vestimentaire, comme si j'étais une invitée imprévisible à la fête de quelqu'un d'autre. Je me suis appuyé contre l'îlot de la cuisine, laissant la lumière matinale s'infiltrer à travers les stores. Le silence dans la pièce semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Quelques oiseaux chantaient dehors, et quelque part en bas, un camion de livraison grognait en signe de protestation, mais ici, c'était encore trop calme. J'ai ouvert le réfrigérateur, j'ai sorti la dernière bouteille de tonique à la fleur de sureau qui restait d'une opération de reconnaissance le mois dernier, et j'en ai versé un verre. Une amertume froide a enrobé ma langue. Ça avait le goût de l'oubli. La tablette a de nouveau vibré, cette fois un appel vocal. Claire? C'était Tasha, une vieille amie de l'académie, qui travaillait maintenant pour une société de renseignement privé à Washington DC. Sa voix crépitait de parasite. Tu l'as vu? Les photos? Oui, dis-je d'un ton sec. Ça va? Je n'ai pas répondu tout de suite. Elle savait qu'il ne fallait pas insister. Tu ne vas pas y aller, n'est-ce pas, ajouta-t-elle. J'ai regardé l'enveloppe qui reposait toujours sur le comptoir. Je ne sais pas, dis-je. Je crois que je dois y aller. Il y eut une pause sur la ligne. Puis, pourquoi? Parce qu'ils m'ont effacé, dis-je. Et maintenant,
ils organisent une fête sans vérifier si je suis encore en vie. J'ai mis fin à l'appel. Plus tard, je me suis assise sur le bord de mon lit, le sac de voyage ouvert à côté de moi. J'ai repris l'invitation, les tenues au-dessus de la poubelle, les doigts prêts. La voix de ma mère résonnait dans ma tête, basse et froide, ne viens pas à moins d'être prête à te comporter comme une invitée, pas comme une perturbation. J'ai expiré lentement. Puis, sans savoir pourquoi, j'ai plié l'invitation soigneusement et l'ai glissée dans la poche avant de mon sac de voyage. Je ne leur devais pas une apparition. Je ne leur devais certainement pas de la grâce, mais peut-être que je me devais quelque chose d'autre. Le bracelet sécurisé à mon poignet a pulsé une fois, à peine un tremblement. Je l'ai tapoté 2 fois. L'écran crypté s'est allumé avec une seule ligne de texte, « Si Émilie compte encore pour toi, présente-toi. » Quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Je suis arrivé en avance. Personne ne l'a remarqué. Le trajet jusqu'au domaine des Elmes avait duré un peu plus de 4 heures. J'étais parti avant l'aube, mon sac de voyage jeté sur la banquette arrière d'une voiture de location avec des plaques du Maryland. La route se déroulait à travers des arbres pourprés des crêtes couvertes de brume, serpentant au cœur du nord de l'État de New York, comme un cliché de carte postale qui en faisait trop. Mais la beauté n'avait aucune incidence sur les nerfs. Ma prise sur le volant ne s'est pas relâchée jusqu'à ce que je m'engage dans la boucle de gravier devant les grilles en fer du domaine. L'endroit ressemblait exactement à ce que ma mère aurait choisi, grandiose sans être tape à accent graveleuil, une élégance de vieille fortune baignée dans l'or de l'automne. Le lierre grimpait sur les colonnes de pierre, et le personnel en gilets noirs impeccables accueillait les invités avec une chaleur scénarisée. Je suis resté assise dans la voiture un long moment avant de sortir, observant des femmes en robe de cocktail de bon goût rire à côté d'hommes en costume sur mesure, des badges nominatifs déjà épinglés à leur revers. Je suis entré par le vestibule latéral. La table d'enregistrement se tenait sous un lustre de cristal où 2 jeunes femmes en oreillettes et ballerines tapaient rapidement derrière des iPads argentés. Une pancarte brillante au-dessus indiquait « Mariage Walsh Alperne ». Bienvenue, invité. Je me suis approché, silencieuse, mesurée. Non, demanda l'une d'elles sans lever les yeux. Claire Walsh. Ses mains se sont immobilisées au-dessus de l'écran. Elle a fait défiler à nouveau, puis a froncé les sourcils. Je ne vois pas de Claire Walsh, dit-elle, jetant un regard de côté à sa partenaire. Êtes-vous avec la famille Alperne? J'ai secoué la tête une fois. Je suis la sœur de la mariée. Un moment s'est écoulé, puis quelque chose a vacillé dans ses yeux. De l'embarras, ou peut-être une reconnaissance du haut nom. Elle a tapé à nouveau, plus urgemment. Veuillez patienter un moment. En quelques secondes, une superviseure est apparue. Elle n'a posé aucune question, a juste offert un sourire répété et a fait un geste vers l'aile opposée du lieu. Par ici, mademoiselle Walsh. Nous vous avons préparé une place. Pas d'explication, pas d'excuses, juste une réorientation efficace. La salle de bal n'avait pas encore été ouverte, mais le vestibule extérieur grouillait d'invités sirotant du champagne, admirant les arrangements floraux, posant pour des photos devant un mur de moments familiaux encadrés soigneusement sélectionnés. Aucune des photos ne m'incluait. On m'a conduite au-delà des places principales de la réception vers une petite alcôve garnie de chaises rembourrées neutres. Un panneau pliant l'identifiait comme place supplémentaire. Je n'ai reconnu personne dans la rangée, à l'exception d'une tante éloignée que je n'avais pas vue depuis l'âge de 12 ans. Ma place était près de la sortie, assez proche pour entendre la musique, assez loin pour que personne ne trébuche sur ma présence. L'employé qui m'a escorté m'a remis un mince programme puis a disparu. Je me suis assise, j'ai ajusté l'ourlet de ma veste grise ardoise sobre, comme demandé et j'ai fixé la pièce à laquelle je n'étais pas censé appartenir. Helen Walsh, ma mère, est entrée 15 minutes plus tard, entourée de 2 femmes de son club de bridge. Ses cheveux étaient relevés en un chignon français. Elle portait un ensemble crème et des perles. Elle m'a regardé droit dans les yeux avant que la reconnaissance n'adoucisse son expression en quelque chose qui aurait pu passer pour un sourire. « Claire, dit-elle en s'approchant. Tu es venue. Oui. Tu as l'air. Elle a fait une pause. Bien. Merci de t'être habillée de manière appropriée. Il n'y eut pas d'étreinte, juste un balayage du regard, comme si elle évaluait si ma présence tacherait les photos. Mon père est arrivé ensuite, parlant avec l'un des garçons d'honneur. Il m'a aperçu en pleine phrase, s'est arrêté brièvement, puis a fait un unique signe de tête et a repris sa conversation comme si j'étais un meuble qu'il venait de contourner. J'ai tourné les yeux vers la foule.
Des parents éloignés circulaient dans l'espace, tenant des flûtes de prosecco et riant trop fort. De temps en temps, quelqu'un me jetait un coup d'œil, puis détournait le regard, aucun n'étant assez courageux pour combler le fossé des années et des rumeurs. Émilie est apparue 10 minutes plus tard dans un flot de soie ivoire et de maquillage doux. Elle était radieuse, le genre de mariée dont les magazines s'extasient. Elle allongeait ma rangée avec ses demoiselles d'honneur, riant de quelque chose que l'une d'elles avait dit. Ses yeux ont parcouru l'espace, se sont arrêtés près de moi, mais ne se sont pas attardés. Elle n'a pas dit bonjour, n'a pas ralenti son pas, n'a même pas eu un frémissement. C'était comme si je n'étais pas là. J'ai plié le programme, j'ai passé mes doigts le long de son bord, et j'ai regardé tandis qu'elle flottait vers les premières rangées où la vraie famille était assise. Sa chaise était dorée, centrée, éclairée d'en haut par un parfait rayon de lumière. La mienne a grincé sous mon poids, repoussée contre la sortie de secours. Je me suis souvenu de quelque chose que mon père avait dit un jour lors d'une collecte de fonds. La famille, ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question d'apparence. Il ne s'adressait pas à moi, mais peut-être qu'il ne l'avait jamais fait. Une vague d'applaudissements a éclaté lorsque l'officiant est monté sur l'estrade. J'ai applaudi 2 fois, puis j'ai arrêté. Mes mains reposaient sur mes genoux, froides et immobiles. La musique a enflé. La foule s'est penchée en avant. Pas moi. J'ai balayé les rangées du regard. Quelque part vers le milieu, un homme en costume gris sobre était assis, un coude posé sur son genou. Il n'applaudissait pas. Il ne souriait pas. Pendant une fraction de seconde, nos regards se sont croisés. Il y a eu une lueur, comme s'il avait vu un fantôme ou peut-être reconnu quelque chose qu'il n'était pas censé voir. Puis il a détourné le regard, et comme ça, il a disparu dans la foule. L'ennemi ne porte pas toujours un masque. Parfois, il sert des hors-d'œuvre. Un serveur a glissé devant moi, portant un plateau de craquelin au romarin garni de fromage à pâte molle et de tranches de poire. J'ai observé sa démarche, ni pressée, ni décontractée, mesurée. Il portait le même uniforme noir que les autres, les mêmes chaussures cirées et les mêmes gants blancs. Mais son poignet gauche avait un léger pli, juste une fraction de décalage, et le badge d'identification accroché à son gilet portait un nom de famille qui ne correspondait à aucun des membres du personnel de restauration que j'avais entendu à l'enregistrement. La plupart des gens n'auraient pas remarqué. Je n'étais pas comme la plupart des gens. La réception cocktail avait commencé il y a moins de 20 minutes, et déjà, quelque chose dans l'atmosphère vibrait de manière anormale. Les rires autour de moi étaient trop répétés. La disposition des centres de table floraux trop symétriques. La structure d'éclairage ADEL au-dessus a clignoté 2 fois, puis est restée stable. Ce n'était pas de l'ambiance. C'était un signal. J'ai balayé le périmètre du regard. De hauts plafonds, des lustres en laiton, des rideaux de velours à moitié tirés pour révéler des rangées d'érables rougeoyants à l'extérieur. Une musique douce émanait d'un quatuor à cordes près du coin. L'air sentait la muscade et le sucre brûlé. Un charme automnal superposé à une géométrie de qualité surveillance. C'est alors que je l'ai vu, Thomas Adler, adossé à la haute colonne de marbre près du bar du périmètre. Les cheveux d'une nuance plus foncée que dans mon dernier souvenir. Costume impeccable. Cravate dénouée juste assez pour paraître indifférent. Il tenait un verre olfaction rempli d'un liquide ambré et n'en buvait pas. Nos regards se sont croisés pendant moins d'une demi-seconde. Puis il s'est retourné et s'est éloigné juste au moment où un autre serveur passait entre nous. J'ai suivi. Près de la cheminée, il s'est arrêté à côté du plateau de charcuterie, a pris une figue et a dit sans me regarder, « C'est toujours toi sous la tresse, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu. Il a mordu dans la figue, a mâché une fois, puis, signaux croisés partout. Les équipements audiovisuels de l'arrière-salle ont été trafiqués. Par qui? Quelqu'un qui connaît le langage. J'ai trouvé un faux câble acheminant l'audio à travers un filtre proxy. Le point final n'est pas local. J'ai senti un battement dans ma poitrine. Pas de panique, pas d'adrénaline. De la concentration. Tu as vu qu'il a installé? Pas encore. Il s'est tourné, rencontrant enfin mes yeux. Mais tu vas le faire. Mes doigts se sont refermés sur le fin scanner dans ma pochette. Je me suis dirigé vers le pied de micro portable à côté de la scène principale, où un grand technicien en polo gris ajustait les niveaux sonores. Un serveur s'est approché de lui a tendu une clé USB, puis a disparu vers le couloir de la cuisine. J'ai marché lentement, chronométrant chaque pas avec le rythme de la pièce.
Des couples discutaient, des vers s'entrechoquaient. Le quatuor a commencé une nouvelle chanson de Debussy, si je devais deviner. Personne ne me regardait. J'ai atteint l'unité de microphone et j'ai appuyé mon pouce sur le côté de ma pochette. Le rabat s'est ouvert avec un clic silencieux. À l'intérieur, un scanner noir mat pas plus grand qu'un tube de rouge à lèvres. Je l'ai pointé vers l'arrière du pied de micro et j'ai tapoté 2 fois. Un éclat de lumière silencieux a scanné les composants. L'appareil a vibré faiblement. Des lueurs vertes sont devenues rouges. Pas de la technologie d'hôtel. Ce signal rebondissait sur des fréquences que j'avais vues pour la dernière fois lors de la passation de Cypress. La signature de cryptage imitait un système de relais vocal du département de la Défense, mais de manière négligée. Quelqu'un voulait que cela paraisse officiel sans être traçable. J'ai rangé le scanner. Thomas est réapparu à mon épaule. Ils ne transmettent pas, ils reçoivent. Quel est le message? Il a sorti son téléphone, a incliné l'écran vers moi. Le flux montrait une chaîne de symboles en boucle, du texte codé superposé à un compte à rebours. File d'attente des messages interceptés il y a 10 minutes, a-t-il dit, tenant toujours l'appareil. Puis le texte a changé. Monsieur veut confirmation avant 1600 heures. 3 lettres, MR. Mon pouls a ralenti. Pas de peur, de souvenir. Marcus Reed. Je n'avais pas vu ce nom depuis 4 ans. Pas depuis Black Horizon. Pas depuis que je l'avais regardé sortir d'une salle de débriefing sécurisée pendant que j'étais enfermé à l'intérieur, dépouillé de mon grade et sommé de disparaître pour le bien de l'agence. Ce salaud était ici ou regardez d'où qu'il tire encore les ficelles. Reed ne se montrait que lorsqu'il orchestrait quelque chose. Et si c'était son opération, alors le mariage n'était qu'une façade. J'ai regardé autour de moi. Soudain, chaque serveur était un suspect. Chaque vase de fleurs pouvait abriter un capteur. Chaque invité pouvait être plus qu'il n'y paraissait. Il ne s'agit pas d'Emily, murmurai-je. Il ne s'est jamais agi d'elle. Thomas a sorti de sa poche intérieure une petite boîte en velours, quelconque, du genre que l'on s'attendrait à contenir une épinglette de revers ou des boutons de manchette. Il l'a pressée dans ma main. Autorité temporaire rétablie, dit-il doucement. C'est votre décision, Major Général. Même la soie peut dissimuler la trahison. La suite nuptiale était trop silencieuse. Des bougies vacillaient sur des appliques murales ornées, libérant un parfum de bois de rose et de vanille. Un tissu bruissait quelque part près de la coiffeuse, mais sinon, le silence était absolu. Pas de bruit de pas, pas de bavardage, juste le silence tendu de quelqu'un de seul mais pas en paix. Émilie se tenait devant un miroir en pied, à moitié tourné, inspectant son reflet dans une robe qui semblait tissée de clairs de lune. Des couches de soie crème flottaient autour d'elle comme de la brume. Le voile n'avait pas encore été épinglé. Ses mains, stables de loin, tremblaient légèrement alors qu'elle ajustait une bretelle. J'ai fermé la porte derrière moi sans frapper. Le loquet a cliqué comme un chien d'arme que l'on arme. Ses yeux ont rencontré les miens dans le miroir. La surprise a vacillé, puis a disparu. Tu n'es pas censé être ici, dit-elle en se tournant lentement. Tu n'étais pas censé diffuser des informations sécurisées à travers ta robe, ai-je répondu. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Une douzaine d'expressions se sont succédées sur son visage, confusion, indignation, déni. Mais une émotion a transparu. La plus forte, la peur. J'ai avancé, lentement et délibérément. Où est-il? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne fais pas ça, dis-je d'un ton sec. J'ai déjà retracé le signal. Elle a hésité. Et pendant un instant, elle n'était plus une mariée mais de nouveau une sœur, les épaules courbées, les yeux écarquillés comme lorsqu'elle se réveillait de cauchemar quand elle était enfant et se faufilait dans ma chambre. Tu penses que je ferais quelque chose comme ça exprès? Je pense que tu as été manipulé. Émilie a dégluti. Sa voix a baissé. Quelqu'un m'a donné cette robe par l'intermédiaire du créateur. A dit que c'était un cadeau, exclusif, sur mesure. Elle était magnifique. Je n'ai pas pensé à poser de questions. Je me suis mise à côté d'elle, en faisant attention de ne pas toucher la soie. Qui a arrangé le créateur? Un donateur avec qui le cabinet de Matt travaille a dit que cela faisait partie d'un package de parrainage de mariage. J'ai juste... Elle s'est interrompue. Tu l'as juste accepté. Ses épaules sont tombées. Ne me fais pas sentir pire que je ne le suis déjà.
J'ai rencontré ses yeux dans le miroir. Alors laisse-moi voir l'ourlet. Non. Ses mains se sont envolées vers les bords de la robe. C'est mon mariage, Claire. Je me fiche de savoir pour quelle agence tu penses encore travailler. Je ne suis pas ici en tant qu'agent. Exactement, a-t-elle lancé. Tu n'es plus rien. Les mots ont frappé avec le poids qu'elle voulait, mais ils n'ont pas blessé. Pas cette fois. J'ai attendu. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce que son indignation manque d'air. Puis, d'une voix à peine audible, elle a dit, « Il y a quelque chose qui ne va pas avec, n'est-ce pas ?» Oui. Elle a hésité, puis a reculé lentement, soulevant le bord de la traîne et me la tendant. Je me suis agenouillé, les doigts précis, écartant les couches de tulle jusqu'à atteindre l'ourlet intérieur. Là, cousu dans la doublure avec du fil métallique, niché derrière un pli conçu pour bouger avec le tissu, se trouvait un émetteur de la taille d'une punaise de qualité militaire, crypté, du type utilisé pour la collecte passive de données dans les équipements de terrain intégrés. J'ai sorti mon scanner et l'ai approché. Une faible pulsation. Actif. Émilie s'est affaissée sur le pouf en velours, la tête dans les mains. Je ne te l'ai pas dit parce que je pensais que tu gâcherais tout, dit-elle, la voix tremblante, comme toujours. Je me suis levé, l'émetteur entre mes doigts, scintillant comme un bijou malade à la lueur des bougies. Non, Émilie. Je suis là pour le sauver. Encore une fois. Personne ne s'est levé pour moi jusqu'à ce qu'un homme le fasse. La musique a enflé lorsque les doubles portes se sont ouvertes. Je suis resté assise dans la rangée du fond, le bord froid du banc pressant contre ma colonne vertébrale. La lueur des bougies chatoyait sur le marbre poli, projetant de l'or scintillant le long de l'allée. Les invités se penchaient en avant avec une révérence étudiée, les smartphones à moitié cachés derrière les programmes floraux. C'était le genre de mariage conçu pour les magazines sur papier glacé et l'envie chuchotée. Symétrie parfaite, élégance soignée, illusion sans faille. Émilie est entrée au son d'un chœur d'instruments à cordes, le bras passé dans celui de mon père. Sa robe balayait derrière elle dans une traînée de soie, radieuse et propre. Propre maintenant de la menace qu'elle portait autrefois. Elle ne m'a pas regardé, lui non plus. Hélène se tenait debout à leur passage, son visage une toile de triomphe contenue. Les invités ont suivi. Pas moi. De mon point de vue près de l'allée, je pouvais tout voir, les mâchoires crispées, les expressions gonflées de fierté, le scintillement des flûtes de champagne levées en anticipation subtile. Et derrière tout cela, niché dans la deuxième rangée de la section VIP, était assis un homme que je n'avais pas vu depuis 4 ans. Marcus Reed. Ses cheveux étaient plus courts maintenant, parsemés de gris, sa posture détendue mais ses yeux alertes, un prédateur en soi. Il n'a pas jeté un regard vers moi. Il n'en avait pas besoin. Il savait que je l'avais vu. L'officiant s'est avancé vers le podium, la voix chaude, exercée. Avant de commencer cette union, nous aimerions prendre un moment pour reconnaître ceux qui ont servi. S'il y a des vétérans dans la salle qui souhaitent se lever en l'honneur de cette cérémonie, vous pouvez le faire maintenant. Une pause. Puis, de 3 rangées devant, une seule silhouette s'est levée. Thomas. Son costume était impeccable, sa cravate desserrée juste assez pour paraître civil. Mais quand il s'est tourné lentement, délibérément, ses yeux se sont posés sur moi, et la pièce a changé. Les murmures se sont tus. La musique s'est adoucie. Un courant a traversé l'air comme un fil invisible que l'on tendait. Il a levé la main, les doigts au niveau du sourcil, un salut militaire complet. Et puis, comme sur un signal, il a parlé, pas fort, pas avec vantardise, Major Général Claire Walsh, mon général. Mon souffle s'est coupé, non pas de surprise, mais du poids de ses mots. L'écho du silence qui a suivi était plus fort que n'importe quel rugissement. Les têtes se sont tournées, les téléphones sont tombés. Quelqu'un a halté. L'officiant a cligné des yeux en pleine phrase. Les caméras se sont tournées vers moi comme des prédateurs sentant le sang mais ont trouvé de l'acier à la place. Le visage de ma mère s'est tordu, non pas de confusion mais de reconnaissance, comme si un tiroir verrouillé de sa mémoire s'était enfin ouvert en grinçant. Mon père avait l'air d'avoir été giflé. L'expression d'Émilie. Là, enfin, elle m'a regardé. Pas à travers moi, mais moi. Je me suis levé. Pas lentement, pas avec précaution. J'ai laissé le silence s'étirer tandis que je m'avançais dans l'allée. Mes bottes résonnaient comme le tonnerre sur le marbre. Chaque pas était une sentence prononcée.
Les yeux de Reed ont enfin trouvé les miens. Froid, calculateur. Je n'ai pas rompu le contact. Ce n'est pas fini, Marcus, dis-je, ma voix claire comme du verre. Ça ne fait que commencer. Ils ont enterré l'histoire, mais pas les cicatrices. Le salon privé derrière la salle de cérémonie était faiblement éclairé, ses murs tapissés de portraits sépia d'ancêtres que je n'avais jamais rencontrés. Des hommes sévères avec des hauts de forme, des femmes avec des cols en dentelle et des regards lointains. La pièce était insonorisée. Quelque part au-delà de ces murs capitonnés, une musique orchestrale continuait de jouer pour un mariage que je ne considérais plus comme mien. J'étais assise dans un fauteuil club en cuir, fixant la boîte en velours que Thomas m'avait remise plus tôt. Elle reposait, non ouverte, sur la table à côté d'un verre de champagne intact. L'air sentait le bois ancien, les fleurs et quelque chose de métallique en dessous. Du vieux sang dans les tuyaux, peut-être, ou le poids de fer de la mémoire. J'ai laissé mes doigts effleurer la boîte une fois, puis deux, avant de finalement l'ouvrir. La médaille était toujours là, réelle, solide, cramoisie sur les bords, l'argent bruni sur une étoile de lignes entrecroisées. Je l'avais refusée une fois. Syrie, 2016. La tempête de sable avait frappé plus fort que prévu. Visibilité réduite à 1 mètre. Les communications étaient étouffées par les parasites. Plusieurs alliés coincés entre du béton fracturé et des barres d'armature tordues. Nous n'étions même pas censés être dans ce cadran. Nos renseignements l'avaient signalé comme étant dégagé. Ce n'était pas le cas. Thomas avait reçu un éclat d'obus à la jambe. 2 autres étaient ensevelis sous les décombres, les poumons se remplissant de poussière. J'avais 28 ans et 3 mois de commandement sur le terrain. Reed était dans le fourgon des opérations, aboyant des ordres sur une liaison brouillée qui avait un temps de latence toutes les 3 syllabes. Je me souviens avoir crié dans mon micro, « Évacuation par la Racinais ». Ils ont posé un 2e piège près de l'entrée de la mosquée. La voix de Reed est revenue, « Maintenez le périmètre ». Pas de mouvement avant qu'un balayage par drone secondaire ne confirme la zone dégagée. Je n'ai pas le temps pour une confirmation, ai-je lancé. Nous perdons la lumière du jour et du sang. J'ai coupé la communication et j'ai mené l'équipe moi-même. Cela a pris 12 minutes. 5 de ces minutes ont été passées à traîner Thomas à travers un cratère qui n'était pas là 30 secondes auparavant. Son sang a traversé mes gants. Nous y sommes arrivés, de justesse. Je n'ai plus entendu un mot de Reed pendant les 48 heures suivantes, jusqu'à ce que le rapport sorte. Il a imputé l'échec à une déviation non autorisée. A qualifié ma manœuvre d'improvisation de terrain imprudente. Le dossier a été effacé. Ma citation enterrée. Le rapport officiel déclarait que l'évacuation avait été coordonnée par des canaux alternatifs, pas les miens. On m'a offert un choix, disparaître discrètement avec un accord de non-divulgation ou faire face à un tribunal disciplinaire pour insubordination sous le feu. J'ai pris le stylo, j'ai signé, je me suis rangé dans une boîte étiquetée ne pas ouvrir. Reed a obtenu une promotion 3 semaines plus tard. Ils m'ont demandé si je voulais une médaille pour le moral, quelque chose de symbolique, une réplique pour ma propre étagère. J'ai refusé. Je n'avais pas besoin de symbole. J'avais besoin que la vérité me survive. Et pourtant, me voici, 6 ans plus tard, fixant la vraie. Celle qu'il disait avoir été, perdue lors d'un audit. Mes doigts se sont crispés. Thomas a frappé une fois à la porte, puis s'est glissé à l'intérieur. Il n'a pas parlé, a juste hoché la tête et m'a tendu un téléphone. Un écran noir s'est allumé avec des lignes de code en cascade des métadonnées extraites de l'émetteur que nous avions retiré de la robe d'Emily. J'ai balayé les séquences. Signature hexadécimale, journaux de temps cryptés, destination de transmission. Puis je l'ai vu. Vanguard-bas backup.exe suppression-bas programmé 2002 scène sa chaîne ne, Maison Rouge. Maison Rouge. L'une des archives sécurisées restantes, profondément enfouie hors réseau jusqu'à ce que quelqu'un décide qu'il était temps d'allumer l'allumette. J'ai fait défiler jusqu'au bas des métadonnées. La clé d'autorisation de l'expéditeur se terminait par 3 chiffres que je n'avais pas vus depuis des années. MR09. Reed. Il n'assistait pas seulement à ce mariage. Il l'utilisait. Coordonnant un effacement total de tout ce qui était lié à Vanguard. Chaque journal, chaque fichier de communication, chaque seconde de vérité de Black Horizon jusqu'à maintenant. Je me suis levé trop vite, ma vision se rétrécissant en points lumineux. S'il réussissait ce soir, aucune trace n'existerait de ce que j'avais fait ou de ce qu'il avait fait.
Pas seulement à moi, à nous tous. Je me suis dirigé vers la porte, l'adrénaline pulsant juste sous la peau. Puis un murmure est venu du couloir. Bas, masculin. Tu n'es pas le seul fantôme à ce mariage. Tous les toasts ne sont pas inoffensifs. La terrasse du jardin derrière le domaine des Elmes brillait sous des toiles de guirlandes lumineuses tendues entre les arbres comme des veines de lucioles. Un jazz doux s'échappait d'un système de haut-parleurs invisibles, assez suave pour détendre les non-initiés. Les tables avaient été débarrassées, les boissons remplies, et quelque part à l'intérieur, une organisatrice de mariage vérifiait son presse-papier pour la 4e fois en 10 minutes. Thomas se tenait près d'un treillis, faisant semblant de siroter un verre. J'étais 3 pas derrière lui, mes yeux fixés sur le microphone de cérémonie placé soigneusement à la tête de la longue table extérieure. Une seule rose rouge reposait à côté. Symétrie esthétique ou placement stratégique? J'avais appris à ne jamais présumer de l'innocence des belles choses. Le micro avait été déplacé depuis la cérémonie plus proche maintenant, câblé différemment. Le scanner de fréquence dans ma pochette bourdonnait d'un retour faible et constant. Enfoui dans son noyau se trouvait un émetteur caché, à peine distinguable des composants sans fil standard. J'ai réglé le scanner en mode passif et j'ai attendu. Émilie se tenait sous l'arche, verre de vin levé, voile relevé pour la première fois de la journée. Son nouveau mari se tenait derrière elle, souriant comme un homme fier de son acquisition. Je veux juste dire, commença-t-elle, sa voix amplifiée en douceur par le micro, que l'amour, le vrai amour, vous surprend. Il n'est pas toujours planifié. Il se faufile, puis s'ancre là où vous vous y attendez le moins. Rire poli, tintement de cristal. Je n'ai pas entendu le reste car à ce moment précis, le scanner a vibré, sec et bref. Une rafale de paquets à 3 secondes, compressée, à bande étroite dirigée vers un point final que je n'avais pas vu depuis une décennie. J'ai tapoté l'interface. Le signal s'est enregistré à côté de moi. La voix de Thomas était calme mais tranchante. Dis-moi que ce n'était pas ce que je pense. C'était bien ça. J'ai approfondi. Les métadonnées s'analysaient plus rapidement maintenant avec mon algorithme chargé. Couche par couche, la structure se révélait. Des signatures de codage familières, des balises de commandes d'opérations archivées, mais déformées, comme si quelqu'un avait pris les enregistrements originaux de Vanguard et les avait passés dans un mixeur d'ambiguïté juridique et d'horodatage falsifié. J'ai balayé pour isoler le bloc de contenu principal. Directive 19A officier CW engagement non autorisé, échec de confirmation du protocole d'évacuation secondaire, contournement de la chaîne de commandement. Résultat, exposition au risque de civil. Mon Dieu, murmura Thomas. Ils sont en train de te piéger. De le réécrire, dis-je, en temps réel. La transmission était passée par un relais passif, inoffensif pour une oreille non entraînée. Mais sous la surface, elle poussait un récit, alimentait une version de l'histoire construite pour me brûler de l'existence. Où est-ce que ça a atterri, ai-je demandé. Il a hésité. La trace rebondit sur 3 proxys. Le nœud final est politique. Un pack enregistré sous l'Arc Initiative. Ce nom m'a glacé le sang. Grayson. Thomas a hoché la tête une fois. Ses empreintes sont partout là-dessus. Il veut que ton héritage soit enterré et celui de Reed consacré. Et si cette réécriture tient, il l'obtiendra. Le jazz est passé à un tempo plus enlevé. J'ai regardé Émilie, qui se tenait maintenant en riant à côté d'un groupe de demoiselles d'honneur, son verre de champagne presque vide. Elle avait l'air contente, ou peut-être juste exercée, comme j'avais l'habitude de paraître lorsque je donnais des briefings dans des zones de guerre et que j'appelais ça un mardi. J'ai de nouveau regardé le micro, la petite grille noire qui avait porté une balle à travers mon passé et l'avait habillé de politesse. Des bruits de pas derrière moi, doux, prudents. Je me suis retourné juste au moment où Émilie s'approchait. Pas de voile maintenant. Pas de champagne. Sa voix était calme. Pourquoi fouines-tu pendant mon mariage? Certains secrets sont cousus. D'autres sont fermés par une couture. Le vestiaire de la mariée était presque sombre, éclairé seulement par la pâle lumière du couloir qui s'infiltrait sous la porte. Les bougies s'étaient consumées depuis longtemps. Les pinceaux de maquillage gisaient éparpillés sur la coiffeuse comme des armes abandonnées après un siège raté. La robe de mariée pendait d'un mannequin en bois près du coin, flasque maintenant, sa beauté relâchée et abandonnée. J'ai fermé la porte derrière moi avec le plus doux des clics, puis j'ai traversé jusqu'au mannequin. La robe se dressait comme un fantôme, son ourlet effleurant le sol.
Je me suis accroupi, j'ai sorti une paire de gants de la poche de mon blazer et les ai enfilés. Chaque centimètre de soie avait été cousu à la perfection, mais c'étaient les imperfections que je cherchais. Les lignes de couture qui plissaient légèrement à la hanche, le fil trop tendu sous la superposition de dentelles. J'ai sorti un scalpel de ma pochette. Une coupe nette et précise juste le long de la doublure intérieure a révélé une fine enveloppe de mousseline cousue, cachée sous une fausse couche. Je l'ai décollé lentement, exposant un paquet cousu chirurgicalement de la taille d'une pièce de 25 cents. Boîtier lisse, pas de logo, juste 3 minuscules rivets et le doux bourdonnement d'une charge résiduelle. Modèle de collecte de données de grade OTAN, cartographie thermique, suivi des mouvements, et pire, relais passif. Il avait transmis tout ce qu'Émilie faisait à chaque pas, chaque mot, chaque instant dans un signal en rafale dirigé, intégré au flux audio de la cérémonie. Le microphone n'était pas seulement une transmission unique. Il faisait partie d'une boucle. J'ai attrapé mon décrypteur, j'ai fait glisser un câble de sa coque et j'ai connecté le paquet au lecteur. Le voyant vert a clignoté une fois, puis rouge, puis de nouveau vert. Les données se sont déversées en fines lignes noires, en tête de métadonnées, journaux de source, intégrité du signal, tous marqués de protocoles d'obfuscation. Et puis, enfouie profondément dans le champ de signature comme une carte de visite étalée sur la toile, se trouvait une chaîne d'hexadécimales numériques. MRC 04FGR. Reed. Non seulement une référence à lui, mais signée par lui. Ce n'était pas une ancienne opération réutilisée. C'était actuel, en direct, et il l'avait cousu dans la robe de mariée de ma sœur comme une arme faite de tulle. Clair. Je me suis retourné, toujours accroupi, le scalpel dans une main, le décrypteur dans l'autre. Émilie se tenait dans l'embrasure de la porte. Ses cheveux étaient détachés maintenant, son maquillage légèrement maculé. Ses yeux ont trouvé la robe, puis la doublure déchirée, puis moi. « Qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix s'est brisée sur les bords. « Je finis ce que quelqu'un d'autre a commencé, » dis-je en me redressant lentement. « Tu déchires ma robe de mariée. » Ce n'a jamais été juste une robe. Elle s'est approchée, l'incrédulité se transformant en fureur. « Tu gâches toujours tout. Toujours. Chaque fois que je baisse ma garde, tu apparais avec ce regard sur ton visage comme si j'étais une idiote qui a besoin d'être sauvée. » Je n'ai pas répondu. Juste une fois, a-t-elle poursuivi, sa voix montant. Juste une fois, je voulais quelque chose qui ne soit pas à propos de toi. Pas ton travail, pas tes secrets, pas ta culpabilité. Il ne s'agit pas de culpabilité. Son souffle s'est étranglé. Ce n'est pas moi qui ai planté ça, dis-je en brandissant le paquet. Ce sont eux. Et ils t'ont utilisé pour le transporter. Son regard est tombé sur l'objet dans ma main, puis sur la déchirure dans le tissu. Elle a reculé d'un pas, son dos heurtant le bord de la coiffeuse. Ils m'ont utilisé, murmura-t-elle, parce qu'ils savaient que je viendrais. Elle s'est affaissée sur le banc de velours, le combat drainé de sa posture. Je l'ai senti, dit-elle. En portant cette chose, je me sentais observé. J'ai dit à Matt que quelque chose n'allait pas. Il a ri. A dit que j'étais juste stressé. Tu avais raison. Un silence s'est étiré entre nous. Puis, alors, que se passe-t-il maintenant? J'ai soulevé le décrypteur, regardant la dernière ligne de code se traiter. Un nouvel horodatage est apparu. Compte à rebours en direct. Il préparait un autre transfert. J'ai pressé mon oreillette. Thomas, tu me reçois. Un faible bourdonnement. Reçu. Ça confirme. Reed travaille avec Grayson. Il déplace les vraies données ce soir. Le discours était magnifique. La trahison mieux scénarisée. La grande salle de bal scintillait sous un millier de flammes de bougies réfractées. Les lustres étaient tamisés en un or doux qui transformait chaque sourire en quelque chose de poli. Les applaudissements ont traversé la pièce comme un tonnerre orchestré, et les verres de champagne ont teinté en approbation synchronisée. L'air vibrait de la chaleur post-toast doux comme le vin, parfumé, et juste assez lourd pour émousser les soupçons. Reed se tenait au centre de tout cela, levant son verre. « Je voudrais proposer un toast, » dit-il, sa voix douce comme du velours. Pas seulement aux heureux couples, bien qu'ils méritent toutes les bénédictions, mais aux personnes qui les ont élevés, la famille Walsh. Un nom qui signifie loyauté, honneur, force tranquille. Plus d'applaudissements. Hélène a tamponné ses yeux, visiblement émue.
Arthur a hoché la tête avec une gravité patriarcale. Émilie a baissé les yeux sur ses mains, incertaine. Et enfin, continua Reed, son regard balayant la pièce, à ceux qui servent sans reconnaissance. Les gardiens de l'ombre. Puissions-nous un jour mériter leur silence? La dernière phrase a atterri comme de la poésie, une demi-vérité voilée de révérence. La salle a éclaté d'appréciation. J'étais déjà en mouvement. Thomas m'a fait un signe de tête de l'autre côté de la salle. Un mouvement de son poignet, une impulsion de la télécommande cachée dans sa veste. Nous avions piraté le flux audiovisuel 30 secondes avant que Reed ne monte sur scène. Tout ce que j'avais à faire était de le déclencher. J'ai fouillé dans ma pochette, j'ai tapoté l'émetteur une fois. La pièce s'est assombrie. Des halètements se sont dispersés dans la salle de bal alors que le diaporama des photos de mariage s'est éteint. L'écran a clignoté une fois, 2 fois, puis s'est illuminé de codes noirs et blancs superposés à une signature familière. Vanguard-babackup.exe origine, Maison Rouge signataire, MRC 04FGR. Un murmure a parcouru la foule. Puis le flux audio s'est activé. Ma voix provenant de la lecture du décrypteur, il déplace les vraies données ce soir. Silence. Le verre de Reed s'est abaissé. Qui a fait ça? A chuchoté quelqu'un. Puis il s'est tourné, une stupéfaction parfaite sur son visage. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé en s'avançant vers l'écran. Cela ne fait pas partie du programme. Sa performance était impeccable. Quelqu'un a piraté le système, a-t-il poursuivi, sa voix au bon niveau d'alarme. C'est du contenu classifié. Cela pourrait mettre des vies en danger. Comme la mienne, dis-je à voix haute, en m'avançant au grand jour. Tous les yeux se sont rivés sur moi. C'est ce qu'ils ont enterré. Ce qu'ils ont essayé d'effacer. Et ils ont utilisé cette famille, ma famille, comme bouclier. Une douzaine de caméras se sont tournées, des téléphones se sont levés. Je pouvais voir la confusion commencer à se transformer en question. Puis Reed a appuyé sur la vraie gâchette. De la poche intérieure de son blazer, il a sorti un fin dossier en cuir. Je suis désolé, tout le monde, dit-il, la voix pleine de gravité. Mais c'est exactement ce que nous craignons. Il a remis le dossier à la sécurité du lieu. Un ordre fédéral de cesser et de détenir. Elle a accédé à des archives scellées via un canal privé lié à un nœud compromis. Nous avons des raisons de croire qu'elle transmet activement des informations sensibles. Ils ont essayé de me supprimer. J'ai numérisé la vérité. Le sous-sol du domaine des ailes ne figurait sur aucun des plans d'étage distribués au personnel ou aux fournisseurs. Il se trouvait sous l'aile, derrière un panneau de service qui n'avait pas été ouvert depuis une décennie, en bas d'un escalier métallique étouffé par la poussière et les câbles rouillés. Le couloir de service sentait la vieille isolation et quelque chose d'humide, de métallique, comme des secrets oubliés accrochés au mur. J'ai bougé vite. Thomas m'avait acheté 5 minutes, dit s'il parvenait à retarder la sécurité du lieu avec suffisamment de fausses pistes plausibles et ce faux badge d'accès qu'il gardait caché dans sa poche de poitrine pour des moments comme celui-ci. Mes gants étaient déjà enfilés. La grille près de la chaufferie a glissé avec un grincement satisfaisant, révélant le conduit de ventilation que j'avais repéré plus tôt dans la journée. J'ai atteint son ouverture étroite et j'ai sorti l'ordinateur portable de terrain noir, scellé dans son boîtier résistant aux intempéries. Froid au toucher, intact. Je l'ai ouvert, démarrant sur un système d'exploitation sécurisé hors ligne. Pas de Wi-Fi, pas de cloud, pas de suivi externe. Juste un bac à sable que j'avais aidé à coder à l'époque où Vanguard était encore actif. Un battement de cœur, 2. Puis l'écran a pris vie. Authentification requise. J'ai appuyé mon pouce sur le capteur latéral et j'ai attendu. Il a clignoté en vert. Bienvenue, directrice C. J'ai expiré lentement, faisant craquer mes doigts. Les fichiers étaient tous encore là. Des séquences non altérées de Black Horizon. L'audio des caméras corporelles de Siri. Des journaux de messages internes montrant l'arbre de décision que Reed avait manipulé, la chaîne d'opération qu'il avait contournée, et les unités de terrain qu'il avait laissé tomber. Chaque mensonge qu'il avait peint dans le dossier, j'en avais la toile non éditée. Et ce soir, je l'accrocherai au milieu d'une salle de bal. Je me suis connecté au flux de communication en utilisant la ligne cryptée que Thomas avait redirigée depuis le point d'accès audiovisuel du domaine. Un bip doux a confirmé que le projecteur était en direct, réinstallé via le port de secours sur le mur ouest de la grande salle de bal, là où le diaporama de mariage avait autrefois joué.
Une voix a crépité dans mon oreillette. Commandement, ici Mott, confirmation du récepteur activé. Mott, mon ancien agent cybernétique. Je n'avais pas entendu sa voix depuis 3 ans. Toujours en train d'utiliser mon indicatif, murmurai-je. Il n'a jamais été réattribué, répondit-elle. Trop de fantômes y sont attachés. J'ai pensé que tu pourrais le récupérer un jour. J'ai souri alors même que mes doigts volaient sur les touches. Je prépare le téléversement. Du flux principal, les parasites se sont dissipés. Un faible bourdonnement a signalé que la connexion s'était stabilisée via la liaison montante externe de Thomas. Personne à l'intérieur ne le saurait avant que les fichiers ne commencent à jouer. À ce moment-là, la salle regarderait la vérité brute de ce qui avait été effacé. Mott, dis-je, ouvre le port 12 et met le nœud en miroir sur la boucle de projection. Fait. Tu as 180 secondes de tampon. J'ai sélectionné le dossier au-bas avant-garde Final Cut à Stream puis j'ai cliqué sur Envoyer. L'écran a changé. Une barre de progression a avancé. 28%. 47%. 82%. Transmission complète. La voix de Thomas a percé. Nous avons des visuels à l'étage. J'ai tapoté sur le flux de la caméra. La salle de bal était figée. Reed se tenait à mi-geste, pris dans sa propre performance. Derrière lui, l'écran de projection avait changé. Fini les photos soignées et les platitudes patriotiques. À leur place, un champ de bataille baigné dans une vision nocturne bleu-gris. Des cris, des parasites radio, ma voix aboyant des ordres. Des enfants blottis dans des coins pendant que mon équipe les sortait de structures en train de s'effondrer. La voix de Reed, claire, nette, retardant les ordres d'évacuation. Puis mon contournement, équipe Alpha, bougez maintenant. Protocole de brèche. Priorité aux civils. Et puis de la fumée noire, le silence, le son de l'hélicoptère d'évacuation tournoyant en vue. J'ai regardé les invités commencer à se tourner. Certains ont halté, d'autres se sont figés, les téléphones sont de nouveau tombés. Hélène se tenait debout, la main crispée sur ses perles. Émilie regardait droit l'écran. Et Reed ? Son visage a pâli. Pour la première fois de la soirée, le masque est tombé. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai appuyé sur le micro. Il est temps de ramener la vérité à l'étage. Le silence a un poids jusqu'à ce qu'il brise la pièce. J'ai franchi les portes de la salle de bal comme j'étais entré en territoire hostile une centaine de fois auparavant, délibérément, silencieusement, sans demander la permission. L'écran au-dessus de l'arche florale scintillait encore, baigné de la teinte verdâtre des images de vision nocturne. Des cris et des bavardages radio résonnaient depuis des haut-parleurs cachés. Chaque visage dans la pièce était passé d'une civilité polie à une incrédulité stupéfaite. Et au centre de tout cela, Reed se tenait immobile, une main crispée à son côté, l'autre flottant comme s'il pouvait encore sauver la situation. Sur l'écran, la signature thermique de mon équipe scintillait comme des fantômes dans les ruines d'une zone de guerre. Puis l'audio est venu, clair, inflexible. Reed maintenait la position. Pas d'évacuation avant confirmation. Un battement, puis ma voix, basse mais inflexible, négatif. Présence civile confirmée. Équipe Alpha, bougez maintenant. Le son des tirs. Des enfants qui pleurent. Le sanglot d'une femme. Et puis une image que personne ne pouvait déformer, un garçon de pas plus de 7 ans, blotti dans mes bras alors que je courais à travers la poussière et le feu vers un point d'extraction que Reed avait refusé d'autoriser. Des halètements ont balayé la foule comme le vent dans un champ de blé. Émilie se tenait près du bord de l'estrade, figée. Ma mère avait une main sur la bouche. Mon père s'agrippait au dossier d'une chaise comme si cela pouvait le sauver. Le sénateur Grayson a bougé le premier, se levant avec la lenteur d'un homme qui calcule les angles. Ces images, commença-t-il, sa voix soigneusement neutre, sont profondément troublantes. Mais soyons très clairs. Personne dans cette pièce ne peut vérifier leur authenticité. Un murmure d'incertitude a bouillonné autour des tables. Je n'ai pas scié. Vous le pourriez, sénateur, si vous n'aviez pas déjà voté pour sceller les dossiers du comité le trimestre dernier. Son visage n'a pas changé, mais ses oreilles ont rougi d'une teinte révélatrice. N'importe qui peut fabriquer des images de nos jours, a-t-il poursuivi. Des deepfakes, des reconstructions par intelligence artificielle. Vous ne me rejetez pas seulement moi, ai-je interrompu. Vous rejetez chaque agent qui n'est jamais revenu.
Chaque enfant qui a failli mourir à cause de mauvais ordres et de lâcheté au commandement. Grayson a ouvert la bouche pour répliquer, mais quelqu'un d'autre s'est levé le premier. Rangé du fond, smoking, badge de presse sur son revers, à peine visible. Directrice Claire Walsh, a dit l'homme clairement, et sa voix a réveillé quelque chose de familier en moi. Derek Shaw. Nous avons servi ensemble à Ambar. Il a disparu du circuit après Istanbul. Maintenant, il se tenait avec une caméra dans une main et un flux en direct déjà en cours sur son téléphone. Ces images sont réelles, dit-il en élevant la voix. Je faisais partie de Vanguard. C'est moi, à 10 secondes de la droite dans la formation d'évacuation. J'ai vu Claire passer outre un ordre qui aurait tué tous les civils dans cet entrepôt. La voix de Reed était celle qui retardait. C'est à cause de lui que nous avons failli mourir. La salle a explosé, non plus de chuchotements mais de cris. Les téléphones se sont levés. Les invités ont afflué vers l'écran. Le flux en direct a fait sonner une notification sur une demi-douzaine de flux numériques, urge, des images d'opérations top secrètes révèlent une dissimulation politique. Reed a bougé. Un flot de tissu noir et de panique à peine dissimulé alors qu'il se jetait vers le projecteur latéral. La clé USB, toujours insérée, pulsait d'une faible lueur bleue. Sa main s'est tendue, mais Thomas a été plus rapide. Il s'est interposé entre Reed et l'équipement, calme et immobile comme un ressort enroulé. Une main planait près de son côté. « Asseyez-vous, monsieur, dit Thomas, sa voix basse mais absolue. Sa veste s'est déplacée juste assez pour révéler le SIG dans son étui. Reed s'est figé. Les caméras ont tout filmé. Il a un jour enterré mon nom. Ce soir, le sol s'ouvre sous le sien. L'aile de sécurité privée derrière la salle de bal n'était que des angles, garniture en métal froid, éclairage antiseptique, carrelage en linoléum trop propre pour paraître réel. Le genre d'endroit où les choses se terminent, pas où elles commencent. Dehors, les applaudissements et l'incrédulité résonnaient encore comme des répliques des images, maintenant en boucle sur la moitié des téléphones des invités. À l'intérieur, Reed était assis affalé dans un fauteuil en simili-cuir, les épaules tendues et les yeux calculateurs. Grayson se tenait sur le côté, silencieux, le téléphone serré mais inutilisé dans sa main. L'homme n'avait pas dit un mot depuis que le flux de presse était devenu viral. Sa carrière se vidait de son sang, et il le savait. Reed a rompu le silence le premier. C'est une chasse aux sorcières, a-t-il lancé, son ton bas étendu. Vous lui avez donné trop de latitude. Vous pensez que ces images ne peuvent pas être expliquées? Thomas s'appuyait contre le mur du fond, les bras croisés. Les images ne sont que le début. Les paquets de données, les journaux altérés. Vous avez écrit ces histoires en temps réel et avez pensé que personne ne le remarquerait. Le visage de Reed s'est tordu. Elle est instable, dit-il en me montrant du doigt. Elle l'a toujours été. Black Horizon l'a brisée. Vous le savez. Elle a désobéi au protocole. Elle a mené des opérations de terrain en solo. Il ne s'agit pas de vérité. Il s'agit d'ego. Non, dis-je. Il s'agit de fantômes. Le genre que vous pensiez ne jamais sortir de la Terre en rampant. J'ai ouvert le dossier sur le vieil ordinateur portable de terrain, l'un des 3 que j'avais placé en garde physique avec Mott et son équipe des semaines auparavant, anticipant exactement ce genre de retombées. Journal 47B, dis-je. Horodatage 7 minutes avant la brèche de Vanguard. Discussion interne des opérations. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Reed a crépité à travers les haut-parleurs, tiré des journaux de communication en temps réel. Cette fois, sans modification. Nous allons laisser l'équipe tenir. S'il y a des retombées, c'est elle qui les assumera. Inutile de brûler toute la chaîne de commandement. Une autre voix, quelqu'un de la logistique, c'est une zone civile active. Nous ne sommes toujours pas sûrs. Reed, elle a signé le contournement. C'est elle qui prend la chaleur. J'ai levé les yeux. Mon équipe a failli mourir parce que vous avez décidé que mon nom était une tombe plus pratique que votre propre échec de commandement. Grayson a fait un demi-pas en arrière, son visage une étude parfaite d'un soudain malaise moral. Je n'ai pas autorisé. Vous n'aviez pas à le faire, dis-je. Vous avez juste regardé ailleurs pendant qu'il construisait le récit. Des sirènes ont retenti faiblement au loin. Pas d'urgence, mais de la finalité dans leur ton. Dehors, on dirigeait calmement les invités pour qu'ils restent à l'intérieur.
Les téléphones ont de nouveau vibré alors que des alertes sonnaient depuis des comptes de médias vérifiés. La directrice Claire Walsh révèle une falsification de renseignements fédéraux, Marcus Reed sous enquête. Puis on a frappé. 2 hommes en costume sombre sont entrés. CIA. Leurs vestes ne portaient aucun insigne, mais leur visage était affûté de certitude. L'un d'eux, grand et à la mâchoire carrée, a sorti un document plié de sa poche de poitrine. Marcus Reed, dit-il clairement, vous êtes sous enquête fédérale pour obstruction à la justice et falsification de renseignements de la défense nationale. Reed a ouvert la bouche. J'ai vu le pivot se former, l'indignation, la fureur, la déviation caractéristique de Reed. Elle n'est jamais venue, car derrière les agents, mon père se tenait dans l'embrasure de la porte, me regardant droit dans les yeux. Pas à travers moi, mais moi. Sa bouche s'est entr'ouverte comme s'il allait dire quelque chose mais ne l'a pas fait. Il a juste regardé pendant qu'il prenait les poignets de Reed, les menottait et lisait le reste de l'avertissement. Cette fois, personne n'a détourné le regard. J'avais l'habitude de me tenir hors du cadre. Cette fois, j'ai été appelé au centre. Le chaos s'était retiré comme une marée se retirant en écume. La salle de bal était calme maintenant, à l'exception du tintement occasionnel de l'argenterie qu'on débarrassait et des murmures bas des invités qui recalibraient ce que ce mariage était devenu. Dehors, le crépuscule d'automne peignait la cour d'un ambre doux, les ombres s'étirant longuement sur les pavés encore humides de la pluie du matin. La photographe planait maladroitement près de l'arche florale, appareil photo à la main, le levant à moitié en jetant un coup d'œil entre moi et le reste de la famille. Elle a hésité, puis a fait un pas prudent vers Émilie. « Voulez-vous juste la famille immédiate » a-t-elle demandé, sa voix tendue d'incertitude. Émilie ne lui a même pas jeté un regard. « Elle est sur celle-ci » dit-elle clairement en se tournant pour me regarder. Ce n'était pas une performance. Sa voix n'a pas tremblé. Elle le pensait. Je tenais toujours ma veste fermée contre le froid, l'adrénaline se drainant lentement de mes membres comme de la glace qui fond. Le monde n'avait pas cessé de tourner après l'arrestation de Reed, mais son axe s'était déplacé. Je pouvais le sentir dans la façon dont les gens me regardaient maintenant, non pas comme une question, mais comme une réponse qu'ils ne savaient pas qu'il manquait. Hélène se tenait à quelques mètres de là, sa posture anormalement immobile. Elle n'avait pas parlé depuis que les agents avaient emmené Reed, mais maintenant elle s'est approchée. Ses mains se sont tendues presque instinctivement, effleurant le revers de ma veste. « Tu es froissé » dit-elle doucement. Je n'ai pas répondu. Elle non plus, mais ses doigts se sont attardés sur le tissu une seconde de plus que nécessaire, lissant quelque chose d'invisible. Arthur est venu ensuite, plus hésitant. Il paraissait plus vieux dans la lumière du soir, plus petit, presque. « J'ai vu ce que tu as fait, » dit-il, les yeux fixés quelque part près de mon épaule. « Tout ce temps. Je ne t'ai pas vu du tout. Je n'ai pas offert d'absolution. J'ai juste hoché la tête une fois. » La photographe nous a fait signe de nous mettre en position. Thomas se tenait à distance, les bras croisés, regardant avec le plus faible fantôme d'un sourire. Émilie s'est positionnée au centre, le bouquet niché sous son coude. Maintenant, elle a tendu une main, non seulement poliment, mais ostensiblement vers moi. « Claire, » dit-elle, à côté de moi. Je me suis avancé. L'appareil photo a cliqué. C'était un moment simple. Pas de trompette, pas de discours de réconciliation grandiose. Juste 4 personnes debout là où elles ne s'étaient pas tenues ensemble depuis des années. Nous clignions tous des yeux face à l'objectif comme si nous n'étions pas sûrs de qui apparaîtrait sur la photo. Mais j'étais là. Centré. Vu. Émilie s'est penchée alors que l'appareil photo s'ajustait pour un autre cliché. « Merci » a-t-elle murmuré, son souffle chaud contre mon oreille. De ne pas m'avoir laissé me marier dans un mensonge. J'ai pris d'assaut des planques. Ce dîner m'effrayait plus. La cuisine de la famille Walsh semblait étrangement inchangée. La lumière du soleil coupant l'îlot de marbre en carré parfait. Des brioches à la cannelle refroidissant sur une grille métallique. Le vieux robinet en laiton goûtant toujours avec un clic occasionnel. Il faisait chaud ici, mais pas seulement à cause du four. Il y avait une douceur aujourd'hui, quelque chose qui n'avait pas vécu entre ces murs depuis des années. Ou peut-être que je n'étais jamais resté assez longtemps pour le sentir. Je me suis assise au bout de la table, le même siège d'angle où je me glissais adolescente, silencieuse, à moitié invisible, toujours à portée de la sortie. Cette fois, je ne l'avais pas choisi. Émilie avait tiré la chaise et souri, hochant la tête sans mot.
Thomas était assis à côté de moi, col déboutonné, les mains jointes sur sa tasse de café comme si elle l'ancrait à quelque chose de solide. Il avait sa place ici maintenant, lui aussi, dans cet étrange espace liminal entre agent secret et ce que nous apprenions à devenir. En face de nous, Hélène versait du café comme si rien ne s'était passé la nuit précédente. Comme si sa fille n'avait pas démantelé une dissimulation de plusieurs décennies devant un sénateur et la moitié de l'élite des Catskills. Elle a posé une tasse devant moi avec soin, de la crème déjà ajoutée, exactement comme j'avais l'habitude de le boire avant que la guerre et les protocoles ne rendent mon goût noir et amer. Arthur était inhabituellement silencieux, beurrant une tranche de pain grillé comme si la précision importait. De temps en temps, ses yeux se posaient sur moi, puis se détournaient. Nous avons eu une conversation maladroite sur le temps, sur le lieu du mariage, sur le fait que le DJ avait refusé de revenir après l'agitation. Nous avons ri un peu, pas profondément, mais le genre de rire qui brise la tension sans avoir besoin d'une chute. Puis la porte d'entrée a grincé. De petits pas ont trottiné sur le parquet, et une petite fille, pas plus de 7 ans, a jeté un coup d'œil timide dans le coin de la cuisine avec un sourire timide. Cheveux clairs en 2 tresses, un ruban bleu glissant sur son épaule. « Salut », dit-elle. Émilie s'est levée. « Claire, voici Jenna. C'est la nièce de Matt. Elle est restée avec nous la nuit dernière. » Jenna s'est approchée et tenait quelque chose de petit dans sa main, une épinglette en forme de marguerite blanche, en tissu cousu de petites perles au centre. « Mon papa a dit que c'est grâce à toi qu'il est rentré à la maison, » dit-elle en s'avançant vers moi. Ma gorge s'est nouée. Je n'ai pas tout de suite pris la fleur. Au lieu de cela, je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu la gentillesse intrépide d'un enfant qui n'avait pas encore appris à se méfier du silence. J'ai pris la marguerite, l'ai épinglée soigneusement au revers de ma veste, et j'ai souri. « Alors ton papa est un homme bien, » dis-je en lui tapotant la main. Elle a rayonné et est repartie en courant vers le salon, un ruban traînant derrière elle comme une comète. Hélène m'a tendu une brioche à la cannelle fraîche sans un mot, ses yeux brillants mais stables. J'ai tenu mon café à 2 mains. Il ne tremblait pas. Pour la première fois depuis des années, je ne sentais pas que je devais justifier ma place à cette table. J'existais, simplement, et c'était suffisant. Thomas m'a doucement poussé du coude, sa voix basse mais directe. « Tu as déjà pensé à écrire ton histoire ?» Je l'ai regardé. « Parce que maintenant, elle est de nouveau à toi. » L'histoire m'a presque effacé. J'ai appris à écrire à l'encre. La rotonde de marbre brillait sous la lumière de fin de matinée, chaque rayon attrapant les plaques de laiton le long des murs incurvés, scintillant comme des braises longtemps enfouies. Il n'y avait pas de bannière, pas d'orchestre, juste un modeste podium en bois, un drapeau en berne, et une foule qui n'avait pas besoin de spectacle pour comprendre la solennité. Des rangées de chaises pliantes bordaient l'espace, à moitié remplies d'uniformes, à moitié de civils dont les yeux contenaient des histoires qu'ils ne mettraient jamais en mots. Je me tenais derrière le podium, les 2 paumes à plat contre le bois, pour m'ancrer. Un microphone a bourdonné doucement avant de se taire, en attente. Je n'ai jamais eu besoin d'un nom dans le rapport, dis-je, ma voix calme mais sûre. J'avais besoin que les gens que j'ai sauvés vivent. Il n'y eut pas d'acclamation, pas encore. Seulement l'immobilité, l'écoute attentive. Pendant des années, je suis resté dans l'ombre. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que le travail l'exigeait, et parce que je croyais, peut-être à tort, que les personnes les plus proches de moi pouvaient vivre sans savoir qui j'étais devenu. J'ai baissé les yeux un instant, puis je les ai relevés. Ce silence protégeait des missions, mais il protégeait aussi des mensonges. Et quand la vérité est devenue gênante, il a été plus facile pour certains de m'effacer que d'affronter ce qui s'était réellement passé. Mais la vérité a un poids. Elle ne s'envole pas. Elle attend. Et finalement, elle atterrit. Au 2e rang, j'ai vu Thomas, les mains jointes devant lui, les yeux stables. À côté de lui, Émilie tenait son téléphone, la lumière rouge clignotant alors qu'elle diffusait le moment en direct sur le fil de son podcast. Derrière eux, dispersés dans la foule, j'ai reconnu des fragments de mon passé. D'anciens agents de Vanguard assis sans grade mais non sans révérence. Un signe de tête de Motte. Un petit salut de Derek. Des visages burinés par le silence, maintenant enfin reconnus. J'ai sorti de la poche intérieure de mon blazer et j'ai brandi la médaille. Pas la réplique, l'original. Cramoisi et argent, bruni par le temps, un retard immérité, et la mémoire. Ils m'ont dit que Vanguard n'existait pas, que ce que nous avons fait n'avait pas de nom. Aujourd'hui, cela change.
Je me suis tourné, j'ai fait un geste vers la plaque nouvellement dévoilée le long du mur commémoratif. Un sceau de bronze sculpté scintillait maintenant là où il y avait eu un espace vide. En dessous, gravé dans la pierre, Opération Vanguard. Division Black Horizon. Confirmé et archivé, 2023. Une pause, puis une vague de mouvement. La première personne à se lever fut un jeune agent en tenue de cérémonie. Il se leva lentement, salua avec une formalité exercée, et prononça des mots que je n'avais pas entendus depuis des années. Bienvenue chez vous, directrice. Les autres ont suivi. Un par un, une ovation debout. Pas de fanfare, juste le simple son des chaussures contre le carrelage, des mains se trouvant dans des applaudissements constants. Ce n'était pas un triomphe. Ce n'était pas une vengeance. C'était une reconnaissance. Je suis descendu du podium et j'ai marché le long du bord de la rotonde, passant devant le mur où les noms vivent pour toujours. Le mien était maintenant près du centre. Pas en gras, pas souligné, mais inamovible. En dessous, en écriture plus fine, parfois le silence sauve des vies, mais la vérité sauve des nations. J'ai expiré lentement. Pas effacée, pas oubliée. Juste écrite, enfin, à l'encre. Il avait un jour enterré son histoire sous des lignes expurgées et de faux rapports. Mais à la fin, Claire se tenait en pleine lumière, son nom gravé dans la pierre tandis que le sien était estampillé sur un mandat d'arrêt. La justice n'a pas rugi. Elle a murmuré à travers chaque salut, chaque vérité retrouvée. Comme la note finale d'un hymne longtemps réduit au silence, lorsque la vérité a finalement joué, toute la salle s'est levée pour écouter. Si cette histoire vous a touché, aimez, partagez et abonnez-vous. Ensuite, laissez un commentaire. Tapez à 1 minute si vous vous êtes reconnu dans le combat de Claire ou 2 minutes si vous pensez qu'il y a encore plus à